Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisatrices de cette journée. Alors, les Jeux constituent-ils un tremplin pour l'APA? Alors moi, comme Pascal, j'ai pas la réponse. C'est une vaste question, mais qui a stimulé chez moi l'envie de vous proposer une réflexion sur finalement comment le sport de compétition permet-il une forme de reconnaissance des sportifs désignés comme handicapés. Alors, si l'on entrepasse sur la question en comparant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, on peut quand même voir que tous les 4 ans, les Jeux Paralympiques rencontrent un succès grandissant et proposent un spectacle signifiant, comme en témoigne leur médiatisation croissante. Or, dans cet espace social spécifique, se développe une participation sportive en tant que telle. C'est-à-dire qui n'a pas à être adossée à d'autres impératifs ou à des enjeux qui la dépassent, qu'il s'agisse de réadaptation, de santé, d'empowerment, etc. Mieux, dans certaines conditions, qu'Anne Marcellini notamment a mis en évidence, cette participation sportive, elle induit même des processus de déstigmatisation dont on aurait bien du mal à trouver des équivalents dans d'autres espaces sociaux. Il est alors intéressant de constater que des personnes qui sont désignées comme handicapées du fait de déficiences produisant des incapacités parviennent à se faire reconnaître dans une activité sociale orientée vers la performance et le dépassement des limites. Je voudrais ici donc donner à voir comment ont été réunies, selon moi, les conditions de cette reconnaissance par le sport de compétition. Alors, une difficulté importante quand même, c'est que le sport de compétition, c'est un phénomène social qui est faussement évident. De loin, on a l'impression que c'est très simple, et plus on se rapproche, plus on y voit flou. Alors, pour approfondir cette question, je vais me concentrer sur une petite période charnière. Alors, Pascal n'a pas voulu faire d'histoire, alors moi je vais faire un peu d'histoire. Je vais me concentrer sur une toute petite période charnière de quelques années durant lesquelles les conditions d'une compétition sportive signifiante et déstigmatisante ont été réunies. Je vais vous présenter quelques aspects des évolutions qui ont été impulsées en France par la Fédération française de sport pour handicapés physiques, la FFSHP, dans une période qui s'étend des Jeux de Tel Aviv en 68 aux Jeux de Toronto en 76. Donc juste quelques années avant la création de la FFH. Nous allons voir que durant ces quelques années, d'importantes évolutions ont lieu, au travers desquelles, d'abord, la compétition sportive devient prépondérante, c'est-à-dire qu'elle n'a plus à être systématiquement adossée à des enjeux de réadaptation, qui caractérisent effectivement les premiers temps de ce mouvement sportif. Ces évolutions, elles reposent notamment sur un travail catégoriel particulièrement innovant, qui aboutit en fait à un modèle avant-gardiste d'évaluation interactive et contextuelle du handicap et des capacités, et qui, de façon contre-intuitive, se réalise sous la houlette de professionnels de la rééducation motrice. Donc je voudrais insister sur l'idée, en fait, que cette approche avant-gardiste est le résultat d'une construction en acte autour de l'exigence de mettre en place une comparaison équitable permettant de donner à voir, de reconnaître les mérites des sportifs. Donc il n'y a pas de visionnaire dans ce que je vais présenter. Il n'y a pas non plus de référence à des évolutions sociales qui auraient permis des progrès sportifs. On va insister ici sur ce que la compétition sportive, dans sa logique propre, fait au handicap. Alors la fin des années 60 est marquée par le fait que la compétition est de moins en moins systématiquement adossée à un projet de rééducation. Le thème de l'emploi et les articles à coloration médicale qui sont rédigés par des médecins dans la revue fédérale disparaissent et sont remplacés par des commentaires, des comptes rendus d'événements sportifs. De façon de plus en plus récurrente, on s'inquiète ou on se félicite du niveau des athlètes français par rapport aux rivaux des autres pays. Donc, sans trop jargonner, je précise quand même que les compétitions sportives sont ici conçues comme des épreuves de grandeur, au sens de Boltanski et Thévenot, c'est-à-dire comme des situations qui sont organisées pour produire un jugement commun sur les mérites respectifs des athlètes. Alors pour permettre cela, l'épreuve est lourdement instrumentée, c'est-à-dire qu'elle doit prendre appui sur des êtres, sur des choses, sur des dispositifs, par exemple des chronomètres, des règlements, des catégories, la standardisation du matériel, etc., qui vont permettre d'objectiver le mérite, notamment en contrôlant les forces que les athlètes mobilisent durant l'épreuve et qui contribuent à différencier leur performance.
C'est cette instrumentation de l'épreuve qui rend évident ce qui se joue durant la compétition et le sens de son résultat. Or, il s'avère que l'épreuve sportive est particulièrement efficace pour cela car les compétitions se répètent régulièrement et sont donc fréquemment soumises à des critiques sur le caractère injuste de leurs résultats. De plus, l'épreuve sportive est particulièrement efficace pour cela, est particulièrement soumise à la critique, en raison de la difficulté à objectiver les forces corporelles que les sportifs mobilisent dans la compétition. Et donc, ces critiques, elles vont permettre, progressivement, d'améliorer les épreuves en les faisant reposer sur des dispositifs, sur des êtres et sur des choses, des règles, des catégories, qui vont être de plus en plus efficaces pour assurer l'égalité des chances. Bref, l'évolution des compétitions sportives, des règlements, des catégories, se construit progressivement dans une relation dialectique, Pascal en a parlé, entre des épreuves et les critiques qu'elles suscitent. La compétition sportive, elle perd toute sa signification, elle perd tout son intérêt si le résultat n'est pas considéré comme le produit de l'épreuve et représentatif de la différence des mérites respectifs des sportifs. C'est pourquoi, lorsque la diversité corporelle des sportifs semble avoir trop d'importance sur le résultat et produit de l'inéquité, elle est annulée par la séparation dans des compétitions distinctes. Les catégories hommes-femmes, les catégories de poids, les catégories d'âge, etc., etc. Or, le mouvement paralympique, et Pascal a insisté, est caractérisé par la confrontation de sportifs au corps très différents, dont la séparation systématique dans des épreuves distinctes s'est révélée très rapidement intenable. En 1969 déjà, les entraîneurs nationaux de la FFSHP parlent d'une jungle de classification nuisant à la valeur sportive de la compétition. Donc raison de plus pour considérer les compétitions paralympiques et comment elles ont évolué, et notamment comment ont été élaborées cette gestion concrète de la diversité des corps et ne pas réduire trop vite le mouvement paralympique à une imitation du modèle olympique. En 1969, l'entraîneur national de natation déclare « Trop d'épreuves avec 2 ou 3 concurrents font penser que les médailles sont plus une récompense de participation qu'un mérite sportif. » On voit ici qu'il ne s'agit donc pas seulement d'équité pour elle-même, mais comme condition de la reconnaissance des sportifs et de leurs mérites. Alors pour analyser ces évolutions, on s'est appuyé sur 2 sources distinctes et complémentaires. D'abord sur les bulletins fédéraux, la revue Second Souffle, et notamment les numéros qui ont été publiés entre 1967 et 1976. Par ailleurs, on a aussi utilisé un corpus d'archives du ministère des Sports, conservé aux archives nationales, et consacré spécifiquement aux travaux de cette commission médicale de la FFSHP. Alors, comment ont évolué globalement les classifications pour la compétition durant cette période ? En 1970 est organisée à Saint-Étienne, par Yves Nem, une très grande manifestation sportive internationale. L'organisation des épreuves d'athlétisme s'appuie alors sur une première distinction entre handicapés en fauteuil roulant, donc je vais utiliser à chaque fois les termes EMIC, c'est-à-dire ceux que je trouve dans les données. Donc 2 groupes, le groupe des handicapés en fauteuil roulant et le groupe des handicapés debout, qui correspond en fait au découpage institutionnel, puisqu'il y a à cette époque-là l'existence de 2 fédérations internationales distinctes. Donc les classifications pour les athlètes en fauteuil sont composées de 4 catégories établies sur la base de 2 critères de déficience. Le niveau supérieur de la lésion médulaire, d'une part, et son caractère complet ou non. Lorsque la déficience est associée à un niveau qui est perçu comme homogène d'incapacité, le critère de l'atteinte va suffire à caractériser la catégorie. Et donc, on a affaire à des catégories médicales. Lorsque ce n'est pas le cas, et que se pose donc un problème d'équité et d'intérêt à comparer les performances, des critères d'incapacité sont rajoutés. Enfin, lorsqu'une déficience renvoie à des niveaux très diversifiés de capacité, comme pour la poliomyélite, elle ne fait pas l'objet d'une catégorie spécifique, mais les athlètes sont assimilés aux catégories existantes grâce au testing musculaire fonctionnel, c'est-à-dire à un outil qui permet de produire des équivalences fonctionnelles. Dès 1972, le comité médical de la FFSHP propose des modifications de ces classifications pour la plupart des disciplines qu'elle développe. Celle-ci vise un affinement des critères de capacité avec, et c'est ça qui me semble important, une meilleure prise en compte du geste sportif à accomplir. C'est-à-dire que les capacités qui vont être évaluées et prises en compte, elles dépendent de la tâche sportive.
Donc, elles ajoutent 4 nouveaux critères de différenciation des atteintes neurologiques, la spasticité des muscles, les possibilités fonctionnelles, notamment avec le fauteuil roulant, la mobilité articulaire passive et puis les articulations non fonctionnelles. Et donc, du coup, le groupe 1 passe de 4 à 6 catégories. Par ailleurs, il y a tout un travail qui s'amorce sur le testing musculaire, justement. Donc, voilà. Malgré mon insistance sur le caractère avant-gardiste de ces procédures de classification, il faut quand même considérer, c'est important, et Pascal l'a rappelé, que les individus difficiles à catégoriser, c'est-à-dire dont le testing ne permet pas d'objectiver les forces qu'ils mobilisent dans l'épreuve, sont exclus. Donc la logique propre de la compétition sportive, elle produit à la fois, si on y regarde de près, des effets d'intégration et des effets de reconnaissance, mais aussi des effets d'exclusion. Néanmoins, au fil de ces évolutions, de plus en plus de personnes vont pouvoir accéder à la compétition sous des formes qui permettent la reconnaissance. Donc comment s'opèrent ces évolutions ? Dès 1967, on note l'accroissement très fort des critiques, et notamment des critiques de coefficients de handicap, des découpages catégoriels dans les chroniques des compétitions, au motif qu'ils aboutiraient à des classements injustes. Les Jeux de Tel Aviv et d'Heidelberg engendrent un changement très net de ton de la part des entraîneurs nationaux sur les compétitions et sur les athlètes. À l'été 1969, les Jeux de Stoke-Mandeville, que Pascal a évoqués, font pâle figure. On ironise et on s'agace de l'organisation et du manque de compétiteurs. Les compétitions qui donnent satisfaction sont celles qui permettent la reconnaissance des mérites des sportifs, et notamment le fait qu'elles correspondent à leurs investissements. C'est ce qu'on retrouve dans les commentaires. En cette fin des années 60, les critiques sont assez variées. Le bulletin fédéral multiplie les commentaires, par exemple, sur les erreurs d'arbitrage. Les règlements aussi. Les règlements font l'objet de critiques. Par exemple, en basket fauteuil, les nouvelles règles de composition des équipes suscitent de nombreuses critiques chez les joueurs concernés. Mais les critiques les plus récurrentes concernent l'injustice de la comparaison de performances d'athlètes aux possibilités corporelles trop différentes. La critique, elle peut porter sur les classifications en tant que telles, la classification comme tableau, mais aussi sur les coefficients de handicap, puisqu'une des solutions au paradoxe que donnait Pascal, c'est d'établir des coefficients de handicap, c'est-à-dire de faire concourir les compétiteurs ensemble, mais attribuer à leur performance des coefficients. Alors je cite une critique, mais hélas, il y a toujours un point noir, les coefficients. Il s'avère qu'il est très difficile de pouvoir classer nos nageurs équitablement. Je regrette que certains nageurs ne comprennent pas que leur handicap leur fait atteindre des coefficients trop élevés, ce qui enlève tout intérêt au classement. Car de bons nageurs s'entraînant toute l'année mais avec de petits coefficients ne peuvent plus lutter à armes égales, ce qui risque de provoquer un certain découragement. Le plus souvent, les reproches sont liés à l'injustice associée à l'affectation des différents athlètes à des classes, c'est-à-dire non pas à la catégorie comme tableau, mais au processus de catégorisation. Comment on fait rentrer un athlète dans une catégorie ? Alors là, je cite à nouveau, « Je suis heureux de féliciter très chaleureusement mes 2 joueurs qui se sont bien battus. Je pense très sincèrement que moralement, ils ont fait trembler des handicapés qui ne devraient jamais être admis dans ces catégories. Je veux parler notamment des Berghella et autres Agag qui ne s'assoient que pour entrer en compétition. » Voilà, donc une succession comme ça de critiques, et en écho à ces critiques, les dirigeants tentent d'améliorer les épreuves. Et c'est cela qui me paraît intéressant et remarquable, et sur quoi je voudrais insister, c'est que en très peu de temps, vont se développer des catégorisations sportives innovantes et des formes de participation signifiantes au travers de cette pragmatique des épreuves critiquées et de l'impératif de rendre visible la grandeur des athlètes. Pour le dire de façon un tout petit peu provocante, les dirigeants de ce mouvement, qui sont eux-mêmes sportifs et touchés par la déficience, ne se posent pas la question de l'adaptation de l'activité, ils se demandent comment ils peuvent se comparer et comment ils peuvent faire reconnaître leurs investissements. Tu m'as dit 5 minutes ? Je pense que ça passe. Il y a un autre aspect qui m'a beaucoup intéressé dans ce processus, c'est qu'en fait, il n'est pas mis en place uniquement par des entraîneurs en conflit avec des médecins, il est mis en œuvre par des professionnels, médecins et kinésithérapeutes de centres de rééducation motrice. En fait, ce qu'on voit dans les données de Corpus, c'est une reconfiguration du rapport entre les médecins et les entraîneurs, au travers duquel
il n'y a pas une démédicalisation du mouvement, mais il y a une reconfiguration du rôle du savoir médical et paramédical, c'est-à-dire que le savoir médical et paramédical qui est mobilisé, il est mobilisé non pas pour des enjeux de réadaptation ou de rééducation, mais pour des enjeux de catégorisation et de classification. C'est-à-dire que les médecins sont mis au service du projet d'élaboration ou de construction de compétitions équitables. Donc il y a une reconfiguration qui se fait un petit peu dans le conflit. Je vous cite par exemple l'entraîneur national de basket à l'issue des Jeux d'Heidelberg qui s'adresse directement aux médecins responsables du basket. Depuis 4 ans que je suis responsable du basket en fauteuil roulant, je me perds totalement en conjoncture sur la façon dont sont testés les joueurs, tant sur le plan national qu'international. Ce qu'il y a de certain, c'est que j'ai pu constater que nos joueurs étaient trop sévèrement classés par rapport à la majorité des joueurs des autres nations. Après la finale, nous avons vu des joueurs de classe 4, et par conséquent 2 points en basket, se déplacer sans fauteuil, sans canne et même danser. Ces faits ont été constatés par le docteur Bunel, médecin responsable de la délégation française. J'espère qu'il s'est tout de même rendu compte que nous étions vraiment trop sévères sur le testing des joueurs. Pour conclure, pour vraiment pas aller loin. Pour conclure, je dirais que cette dynamique de développement en acte, qui me semblait très importante, est le processus qui permet progressivement de rendre possible, car signifiant, l'intégration d'athlètes aux corps et aux déficiences variées dans les compétitions sportives. C'est ainsi par exemple qu'en 1976, les athlètes amputés qui pratiquent debout peuvent finalement participer aux Jeux paralympiques de Toronto. C'est un aspect intéressant et assez spécifique, car à l'inverse, le mouvement olympique produit une très forte homogénéisation des corps. Et on voit d'ailleurs la difficile intégration de corps différents dont on a du mal à identifier ou à objectiver les forces qu'ils mobilisent durant l'épreuve. Comme on le voit par exemple dans les controverses autour des cas de Oscar Pistorius, Caster Semenya, qui ont défrayé la chronique ces dernières années. En revanche, on voit aussi, et on l'oublie souvent, que lorsque les forces mobilisées dans l'épreuve ne paraissent pas illégitimes, la participation d'athlètes présentant une déficience au JO est possible. Je vous ai mis à gauche plusieurs cas d'athlètes qui présentent des déficiences et qui concourent dans les épreuves paralympiques, mais qui ont eu aussi la possibilité, sans que ça pose aucun problème, de participer aux Jeux olympiques. Donc pour participer à la réflexion qui était proposée par les organisatrices, il me semblait intéressant d'évoquer, sans passer par des impératifs moraux, sans passer par des catégories générales, comment dans la première moitié des années 70, un nouveau rapport au handicap s'élabore dans le cadre de la résolution de problèmes très concrets, très pratiques, liés à l'organisation des épreuves sportives pour les handicapés physiques. Résolution qui mobilise une ingénierie spécifique articulée sur des savoirs d'expérience. L'épreuve sportive, dans sa dynamique propre, sans aller chercher ailleurs, produit des effets d'inclusion, produit aussi des effets d'exclusion, qu'il me paraissait important de souligner. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.